France Info. 21h, 22h, tout est politique. Jean-François Aquili. Bonsoir. La mobilisation sociale et la riposte de Nicolas Sarkozy, c'est la double une de Tout est politique ce soir sur France Info, à la radio et à la télé sur le canal 27 de la TNT avec nos invités. Bonsoir Frédéric Lefebvre. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes délégué national d'Agir, la droite constructive. Vous êtes avocat et auteur de Chaos, Histoire secrète de la guerre des droites, ouvrage paru chez Michel Lafon. Également invité Jean-Baptiste Djebari, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député La République En Marche de Haute-Vienne et, je le rappelle à chaque fois, ancien pilote de ligne. Avec nous, bonsoir François Calfon. Bonsoir. Bienvenue, conseiller régional socialiste d'Île-de-France, membre de la direction collégiale du PS, et oui, et cofondateur de Gauche Nouvelle. Et bonsoir Arnaud Benedetti, bonsoir. Un habitué de Tout est politique, professeur associé à l'université Paris-Sorbonne, expert en communication. Vous aussi, vous écrivez des livres, auteur de Le coup de com' permanent paru aux éditions du Cerf. Vos réactions habituelles sur hashtag TEP sur Twitter. Alors c'est le chiffre du jour, 47 800 manifestants recensés dans les différents cortèges parisiens, 34 700 personnes lors de la manifestation des fonctionnaires, 13 100 dans le cortège des cheminots. Et oui, ces chiffres sont précis. Ils sont fournis par le cabinet Occurrence pour le collectif de médias dont fait partie France Info. Ça fait du bien d'avoir des chiffres un peu affinés. La CGT évoque, elle, plus de 500 000 manifestants, mais dans toute la France. Les cheminots sont déterminés, comme l'explique Laurent Brun, secrétaire général CGT Cheminots. Le gouvernement maintient le cap comme il le fait jusqu'à présent sans rien bouger de son projet. Oui, nous sommes partis pour une grève dure et l'interfédéral d'hier a appelé les cheminots à se mettre en grève à compter des 3 et 4 avril. Jean-Baptiste Djebari, d'abord on va évoquer la mobilisation. Vous diriez quoi? Succès, échec? Attention à la réponse. Non, moi je ne me prononce pas sur le succès ou l'échec. Moi, en plus d'être pilote, en ce moment je m'occupe du ferroviaire parce que je rapporte la loi SNCF. Et donc je vois les syndicats quasiment tous les jours, je les ai vus sur les 3 derniers jours. Et donc on avance concrètement sur des thèmes qui intéressent l'avenir des cheminots, qui sont l'ouverture à la concurrence, l'organisation de la SNCF, le contrat social de la SNCF. Et je pense que c'est le sujet prioritaire. Parce qu'au-delà des grèves, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, il y a une SNCF. Pour vous, le sujet fonction publique n'est pas très important, c'est la SNCF qui prime. C'est pas tout à fait ce que j'ai dit. C'est évidemment, c'est des sujets distincts en tout cas. Et il faut traiter les sujets sujet par sujet et y trouver les solutions. Les constats, on les connaît et les solutions ne sont pas toutes les mêmes. Et ce que je constate, c'est qu'à ce type de rassemblement fait la convergence des luttes et souvent la confusion des sujets. Donc moi, je m'astreins à parler que d'un seul sujet qui est la réforme ferroviaire. François Calfon. Non, mais moi, j'aime beaucoup, puisqu'on a déjà débattu la modération de vos prises de parole. En réalité, ce gouvernement cherche des marqueurs. Et des marqueurs, il faut faire de la communication politique de droite. Donc dans les marqueurs, il y a 2 véhicules. Il y a un véhicule qui consiste à cibler un chiffon rouge qui est le statut, donc les cheminots. C'est ces personnes qui font grève et qui, entre guillemets, dérangent la population, alors que c'est pas le sujet. Dans le deuxième marqueur, je vous confirme que le sujet, c'est la dette. Une dette abyssale. Qui est aussi le fruit, et je le dis, prenant notre propre responsabilité. La dette de la SNCF. Oui, le sujet de c'est 50 milliards de dettes, qui est aussi le fruit de choses qu'on reproduit. Et puisque vous êtes à la fois dans le ferroviaire et l'aérien, c'est ce qu'on est en train de faire avec l'aéroport de Paris, en donnant les clés du camion à Vinci, ce qui a déjà été fait sur la ligne Tours-Bordeaux. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est le véhicule législatif, puisque on est dans les transports. Au lieu d'avoir simplement un débat au Parlement. Mais Madame Belloubet a pris finalement un mur, n'est-ce pas, sur sa réponse sur la question du droit d'amendement. Oui. Eh bien, on utilise les ordonnances parce que, quelque part, au-delà de votre modération affichée, il y a une volonté de casser la droite de la part de ce gouvernement, au lieu de traiter, vous l'avez dit avec talent, les vrais sujets, qui sont ceux, par exemple, de la dette, sont ceux, par exemple, je vous répondrai de l'équilibre du territoire. On va finir le tour de table, Frédéric Lefebvre, cette journée de mobilisation. Il y a une confusion de sujets, selon vous? Oui, mais elle est volontaire. C'est-à-dire que les syndicats, aujourd'hui, le mode de grève qu'ils ont choisi, les formes de grève perlée, et dans le même temps,
essayer de rassembler tous les sujets, c'est simplement qu'ils n'arrivent pas à mettre grand monde, en réalité, sur cette réforme du gouvernement. Et donc, ils sont à la recherche des ressorts pour essayer de s'inscrire à la fois dans la durée et de trouver une sorte de mode d'expression. Ils ont raté complètement le dernier rendez-vous. Vous êtes sévère avec les organisations syndicales. Mais je crois que je suis très réaliste. Ils ont raté leur rendez-vous sur le droit du travail. Pour eux, aujourd'hui, c'est finalement... ils doivent tout mettre dans la balance. Oui. Ils sont en train d'essayer de le faire. Et au final, je pense que, vous l'avez dit et vous avez rappelé les chiffres tout à l'heure, la seule chose... Parisiens, oui. Les chiffres parisiens, mais la seule chose qui, moi, m'importe aujourd'hui, parce qu'on n'en parle pas, sont tous les usagers, tous les gens qui ont été contraints de s'organiser. Et sur la durée, pourrir la vie des citoyens, je pense que ça va se retourner contre les syndicats. En tout cas, c'est mon sentiment aujourd'hui. Arnaud Benedetti, notre expert en com, vous trouvez que c'est un mouvement restreint aujourd'hui, un succès, un échec? On aime bien poser cette question-là parce qu'après tout, il y a une jauge avec les chiffres. Ça renseigne quand même. C'est difficile de répondre à votre question. Ce qui est sûr, c'est que pour qu'une mobilisation sociale soit politiquement réussie, il y a plusieurs conditions. D'abord, il faut que plusieurs secteurs de la société se mobilisent en même temps. Alors, c'est peut-être pas le cas aujourd'hui quand même. La deuxième condition qui est absolument essentielle également, c'est qu'il faut que cette mobilisation, ces secteurs se mobilisent en même temps. C'est pas le cas non plus, également. Il n'y en a pas de mobilisation multisectorielle, comme diraient les sociologues. Et le troisième point, c'est qu'il n'y a pas un filtre politique, un traducteur politique pour l'instant de ce mouvement. On voit bien que il y a des organisations politiques de gauche qui essayent de pousser le mouvement, mais c'est compliqué. Donc c'est vrai que c'est difficile, mais il faut rappeler que finalement, je veux dire, en 95, au début, c'était assez difficile également, et puis que c'est monté en puissance. Donc il faut être extrêmement prudent quand même sur la façon dont on perçoit cette première mobilisation. Voilà. On va en parler dans un instant. Non, mais François Calfon, vous inquiétez pas, vous allez avoir la parole. Les 21h10 sur France Info, le retour de l'info avec vous, Lauriane Delanoë. Nicolas Sarkozy voulait dire aux Français la profondeur de son indignation. Ce sont ses mots tout à l'heure sur TF1. L'ancien président s'est expliqué sur sa mise en examen pour de possibles financements venus de Libye pour sa campagne de 2007. Il n'y a aucune preuve matérielle, il n'y a que de la haine, de la boue et de la malveillance, selon lui. La CGT et Force ouvrière comptent près de 500 000 manifestants aujourd'hui dans les rues de France. Le ministère de l'Intérieur, 323 000. Journée de protestation contre les réformes de la SNCF et de la fonction publique. À Paris, les cortèges ont rassemblé un peu plus de 47 000 personnes selon un comptage indépendant mené pour France Info. Demain, c'est le personnel d'Air France qui est appelé à la grève. Mobilisation pour demander une hausse générale des salaires. La compagnie aérienne prévoit d'assurer 75% de son programme de vol habituel. L'Union européenne ne paiera pas les nouveaux droits de douane pour vendre de l'acier et de l'aluminium aux États-Unis. Exemption pour le moment, indique aujourd'hui le représentant américain au commerce. Après une pluie de médailles d'or aux Jeux Olympiques, Martin Fourcade rafle un 7e globe de cristal consécutif. Le Français remporte la Coupe du Monde de biathlon grâce à sa victoire sur le sprint de Tiumen en Sibérie aujourd'hui. France Info. 21h, 22h, tout est politique. Jean-François Aquili. Deux mobilisations en une. Aujourd'hui, la SNCF, on va y revenir, et la fonction publique. Les fonctionnaires sont évidemment et éminemment inquiets pour leur avenir. Écoutez Bernadette Groison, secrétaire générale de la FSU Fonction publique. Le message, c'est qu'il faut conforter le rôle de la fonction publique et celui des agents de la fonction publique. C'est 20% de l'emploi en France. Il faut reconnaître leur travail, leur engagement professionnel. L'INSEE dit que depuis 2010, ces agents ont perdu 9% de pouvoir d'achat. Il faut améliorer le pouvoir d'achat des agents. Et ensuite, il ne faut pas privatiser, externaliser, réduire les missions de service public. Au contraire, il faut les conforter. François, quels font ces fonctionnaires? Les fonctionnaires sont les mal-aimés de la République? C'est une réalité, mais avant, puisqu'on était dans le contexte des chiffres, je voulais me permettre un clin d'œil. Nous sommes le 22 mars. Et s'il y avait eu France Info un 22 mars 68, les experts en mobilisation, les instituts indépendants auraient dû compter le nombre de garçons, dont Dany Cohn-Bendit, qui sont allés visiter le dortoir des filles. Parce que c'est comme ça que mai 68 est parti. Donc je fais un petit clin d'œil. Mais nous ne sommes pas simplement à cette mobilisation, puisqu'il y a eu plus de 300 000 personnes suivant les chiffres qui sont là. Sur les fonctionnaires, je crois que fondamentalement,
pourquoi il y a ce mouvement qui est au-delà des manifestants aujourd'hui, c'est que il y a un sentiment d'injustice. Il y a un sentiment qu'on dépense 5 milliards en haut, c'est le saut de ce quinquennat, en tout plus de 30 milliards pour baisser l'impôt, non pas du 9e décile, mais des super riches. Et de l'autre côté, une forme d'abandon territorial, y compris, par exemple, sur la question éducative, où on voit bien que le dédoublement dans les classes de zone d'éducation prioritaire, on prend à Pierre pour habiller Paul. Donc c'est ce sentiment qui est porté. Et je crois que derrière, tout le monde le sait, puisque vous allez nous répondre, n'est-ce pas? On attend de cette réponse. C'est bien de derrière cette possibilité de privatisation, on voit bien qu'on renvoie le mistigris du train express régional en région, et il y aura bien des fermetures de lignes, même si vous... Ça fait beaucoup de choses en même temps. Jean-Baptiste Débary, on a le président des riches et le train. Voilà, il y a deux choses en même temps. Ça fait beaucoup. Alors d'abord, il avance à grand train. Deux points de précision sur le statut et la dette. Le statut, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la réforme. Et ça, c'est très clair. Et le statut, ce n'est pas... C'est une des raisons, c'est un statut qui n'est plus adapté en tout cas au contexte, au cadre, qui a été d'ailleurs voté par le quinquennat précédent et décidé il y a bien longtemps, de l'ouverture à la concurrence. Vous voulez dire qu'on réforme la SNCF d'un côté et on gère la dette de l'autre? Je veux dire que la réforme de la SNCF, et d'ailleurs le déséquilibre économique de la SNCF, ne dépend pas que du statut. Le statut y participe un peu. En tout cas, le statut, il a par exemple des rigidités, notamment sur les emplois, sur la polyvalence des métiers. Il y a plein d'employés SNCF qui sont hors statut dès aujourd'hui, vous le savez très bien. Non, il y a 135 000. Rouge. Non, il y a 150 000 cheminots, il y a 135 000 qui sont au statut. D'accord. Et combien qui n'y sont pas? Donc 15 000. 15 000. Et on recrute encore aujourd'hui 3/4 des personnes au statut. Donc c'est pas. Le sujet, c'est de savoir si on veut une SNCF forte, ce qu'on veut tous ici, alors il faut que les conditions sociales change la SNCF de manière à s'adapter à un marché qui est nouveau, à la concurrence qui va inexorablement arriver, et ce n'est pas forcément un mal, ça peut être aussi une opportunité, un levier de transformation sur la SNCF. D'un mot sur la dette. La dette, c'est pas la dette des cheminots, on l'a toujours dit. La dette, c'est la dette du système ferroviaire, et elle est le fruit, à bien des égards, des décisions politiques qui ont été prises ces 30 dernières années. On l'a dit et redit. Arnaud Benedetti, ce mouvement au sein de la SNCF, vous pensez que les Français vont y adhérer ? Encore une fois, c'est très difficile d'y répondre. La vérité, c'est que les Français sont attachés certainement à la marque SNCF. La SNCF, c'est une marque dans le patrimoine du pays, indéniablement. Le problème, c'est que il y a des gisements de mécontentement dans ce pays qui existent, qui sont nombreux. Ils n'arrivent pas pour l'instant à coaguler. Il y a des gisements de mécontentement aussi dans un électorat qui n'est pas un électorat forcément un électorat qui se mobilise socialement, qui a plutôt une certaine conception de l'ordre et qui ne descendra pas dans la rue. Je crois qu'il y a aussi cette réalité, c'est que culturellement, aujourd'hui, le pays a plutôt basculé, et je pense qu'Emmanuel Macron l'a parfaitement compris, a plutôt basculé, disons, à droite ou au centre-droit. Et ce sont autant de freins, vraisemblablement, qui existent aujourd'hui pour un certain nombre de mobilisations. Et puis, il y a un autre aspect, c'est qu'on n'est plus du tout dans la même séquence collective que celle des années 60 dont M. Calfon parlait. Vous savez, il y a un sociologue américain qui s'appelle Albert Ishman qui dit qu'il y a des cycles entre l'action publique et le bonheur privé. Il y a des moments où les gens se replient sur la sphère privée et d'autres moments où ils s'engagent. On peut se poser la question si finalement le macronisme ne bénéficie pas de cette séquence assez particulière d'un repli sur la sphère privée, mais ça n'a qu'un temps, ça ne dure qu'un temps. Je crois que les Français aujourd'hui, et la SNCF en est un exemple, sont parfaitement conscients qu'il faut transformer le pays. Et je pense que ce constat-là, on l'entend, que les gens soient de droite ou de gauche. Je pense que le fait qu'il y ait une partie de la société qui continue de bénéficier de statuts extrêmement protecteurs, pendant qu'une autre partie de la société souffre, et le président Macron, notamment au Salon de l'Agriculture, quand il avait été interrogé, évidemment, quand vous avez des agriculteurs, moi j'ai fait un tour de France où le mot que j'ai le plus entendu, c'est le mot suicide, avec des gens qui sont complètement à bout, qui n'arrivent même plus à vivre de leur métier. Et donc évidemment, il y a cette attente très forte, ce qui ne veut pas dire qu'il faille faire des cheminots des boucs émissaires de la réforme, bien évidemment. Mais enfin, ce qui veut opposer les souffrances, pardon de le dire. Mais je n'oppose rien du tout. Mais si, c'est ce que tu viens de faire. Non, je fais un constat qui est qu'aujourd'hui, il y a des Français qui se rendent compte à quel point il y a dans le pays une France qui est protégée, dont font partie les élus, par exemple, et une France qui, elle, est exposée,
qui souffrent. Et ça, ils attendent de ce gouvernement que la transformation permette de régler cette situation. Oui, pour aller très vite, juste une petite remarque parce que à Paris, dans les médias, sur ces plateaux bien éclairés, le macronisme bénéficie finalement d'une aura extraordinaire. Et dès qu'il y a une élection législative partielle, pardon de le dire, ils prennent une veste monumentale. Oui, comme ce qui s'est passé. Chaque pouvoir. Peut-être, mais moi je préfère quand même dans une démocratie, la démocratie qui s'exprime par les urnes, et on a une prise de pouls régulière. C'est pas toujours au bénéfice du Parti socialiste. Ils s'exprimeront à la fin du quinquennat. François Calfon. Mais je peux juste terminer, parce qu'il y a deux avocats du macronisme. On peut peut-être rétablir, et un commentateur. Donc c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Oui, mais on peut peut-être rétablir un tout petit peu l'équilibre. Laissez-moi faire. Je vais le rétablir. Je vais vous donner à entendre un leader politique qui était dans la rue aujourd'hui, ça va vous intéresser, et qui se sentait plutôt bien chez lui, Jean-Luc Mélenchon, député de la France Insoumise de Marseille. C'est le jour 1, mais franchement, c'est une très grande séquence qui commence pour l'histoire sociale de notre pays. Mais à partir de demain, tout le monde va se poser la question, qu'est-ce qu'on peut jeter de plus comme force dans la balance? C'est ça l'objet des prochains jours et des discussions qui vont avoir lieu. Mais aujourd'hui, c'est très impressionnant parce que moi, c'est la première fois que je vois un truc pareil, les cheminots d'un côté, le service public de l'autre, tout le monde qui se retrouve au même endroit. C'est pas banal. En Europe, il n'y a qu'en France qu'un truc pareil se produit. François Calfon, vous validez ce que dit Jean-Luc Mélenchon? Ben moi, je suis pour que... Non, il souriait, soyons honnêtes. Je peux sourire. Je suis pour qu'il y ait une mobilisation qui s'exprime. Simplement, je ne rentrerai pas dans le piège qui nous est tendu d'opposer d'une certaine manière la rue à l'action gouvernementale. Ça, vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous? Non. Mais je suis pas d'accord parce qu'il faille des réformes à la SNCF. Il y en a eu plusieurs des réformes, qu'il en faille encore, parce qu'il y a un cas de concurrence qui se pose, pourquoi pas, mais simplement qu'on fasse des uns et des autres des boucs émissaires, alors que dans le problème structurel de la SNCF, il y a un rapport de 1 à 100 entre le supposé problème du statut et celui de la dette, et je le dis au passage, ces privatisations, elles continuent, c'est ce qui a emmené la dette là où elle est. Eh bien, je pense que je ne rentrerai pas dans finalement cette forme de caricature qui dirait d'un côté il y a la bien-pensance des réformes et de l'autre il y a l'opposition de Jean-Luc Mélenchon. Allez, 21h20 sur France Info, le retour de l'info avec vous, Lauriane Delanoë. Plusieurs centaines de milliers de Français dans les rues aujourd'hui pour s'opposer aux réformes de la SNCF et de la fonction publique. 47 800 personnes dans les cortèges parisiens. C'est un comptage indépendant réalisé pour France Info. Quelques heures, des agences bancaires dégradées dans la capitale. 8 personnes interpellées à Nantes. Qu'implique le contrôle judiciaire de Nicolas Sarkozy? Il n'a pas le droit de contacter ses amis Brice Hortefeux et Claude Guéant, ni son accusateur Ziad Takieddine. L'ancien président l'a indiqué lui-même ce soir sur le plateau du 20h de TF1, au lendemain de sa mise en examen pour des soupçons de financement de sa campagne de 2007 avec de l'argent venu de Libye. Theresa May met en garde les dirigeants européens contre la menace russe après l'empoisonnement de l'ex-agent double Sergei Skripal en Angleterre. La chef du gouvernement britannique espère obtenir une condamnation unanime lors du sommet européen en cours à Bruxelles. Quelques centaines de combattants rebelles dans des bus aujourd'hui pour quitter la Ghouta orientale en Syrie. Accord inédit avec le régime de Bachar al-Assad. Plus d'1 millier de civils ont pu bénéficier de ces évacuations. Le PSG doit payer une amende de 43 000 € pour les fumigènes allumés au Parc des Princes lors du match de Ligue des Champions face au Real Madrid. Autre sanction décidée aujourd'hui par l'UEFA, la tribune nord du Parc des Princes restera fermée lors du prochain match européen des footballeurs parisiens. France Info. 21h, 22h, tout est politique. Jean-François Aquili. Et le Parti socialiste était lui aussi dans la rue, à l'image d'Olivier Faure, le futur premier secrétaire, écoutez bien, qui s'est fait un petit peu chahuter. Nous avons simplement la volonté d'exprimer un soutien à un mouvement social qui est naissant et qui a besoin de comprendre que l'ensemble de la gauche porte des revendications qui sont similaires. C'est-à-dire que nous voulons préserver le patrimoine commun qu'est la SNCF. Si la gauche n'arrive pas à s'unir à un moment donné, à comprendre que ce qu'elle a à faire ensemble est plus important que les désaccords peuvent nous nourrir, eh bien alors nous ouvrirons la possibilité à la droite de rester très longtemps au pouvoir et en réalité démolir complètement le service public. C'est pour ça qu'il faut, malgré ces mouvements d'humeur, être là, être présent.
Alors, vous allez tous réagir. Jean-Baptiste Djebbari, vous qui détenez à La République En Marche un morceau du Parti Socialiste, ça vous surprend de voir ça? On l'a acquis de haute lutte démocratique. Non, ça me surprend pas. Et moi, ce qui m'interroge, c'est la distance parfois qu'il peut y avoir entre les politiques, les partis politiques, voire même le syndicalisme national et la base. Et cette rupture générationnelle ou politique, elle est intéressante à observer. Et par exemple, quand je parle à la CGT cheminot de Haute-Vienne, je ne parle pas tout à fait aux mêmes personnes, ni aux mêmes idées, ni aux mêmes mouvements que quand je parle à la CGT cheminote nationale. Et on voit bien que il y a différentes strates. Et aujourd'hui, je pense que ça devrait interroger à la fois les partis politiques et les syndicats, parce que cette transformation, c'est aussi celle de la base. Et mon deuxième point, c'était peut-être plus tard, mais sur France Insoumise, je vois bien cette envie d'hystériser les clivages et d'antagoniser les corps sociaux ou le corps social, monter les corporations les unes contre les autres, mais je crois qu'on est toujours dans l'attente de leurs propositions et que malheureusement, elles ne viennent pas. François Calfon, vous avez manifesté au fait, vous? Oui, bien sûr. Je n'étais pas sur les images, parce que on m'aurait peut-être pris, compte tenu de mon format pour le service d'ordre. Mais vous n'étiez pas les bienvenus. Mais écoutez, vous êtes très grand, je rappelle. Voilà, c'est un secret pour personne. Et il n'y a aucun coming out à faire sur le fait que le quinquennat précédent ait laissé comme une certaine forme d'amertume dans les classes populaires, mais pas seulement. En ce qui concerne la rupture entre la base et le sommet, je dois dire avec beaucoup d'amitié pour vous que vous êtes un peu une sorte de good cop poli du macronisme, parce que... Vous dites cela à Jean-Baptiste Djebbari, je précise. Oui. Puisque on n'entend pas les mêmes choses, on entend plus des slogans au sommet de notre État, et plutôt une opération politicienne, parce que c'est ce que je vois des pas du macronisme, considérant que le travail à gauche, d'ailleurs vous l'avez dit, vous avez repris avec un peu d'ironie le propos de Jean-François Aquili étant fait, le sujet c'est de fragmenter la droite, et donc au lieu, et je le déplore tout comme vous, parce que vous êtes un homme rigoureux et sérieux, au lieu de traiter sérieusement les problèmes, et par exemple, vous auriez pu remarquer avec moi que la SNCF, tout comme l'ensemble des compagnies ferroviaires dans le monde, n'a pas de modèle économique par la billetterie, c'est toujours finalement un service public subventionné. Finalement, on en est réduit bien trop souvent à la caricature. Arnaud Benedetti, sur ce Parti socialiste qui n'est vraisemblablement pas le bienvenu, qu'est-ce que vous diriez? Ces images sont très intéressantes parce qu'elles traduisent une chose, à mon avis, c'est que la force du macronisme se nourrit des faiblesses des oppositions. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans ce pays existent des oppositions qui peuvent parfois être majoritaires, en effet, à l'occasion d'élections partielles, mais que ces oppositions sont totalement balkanisées et sont d'accord sur rien. Donc, je ne suis pas sûr que le macronisme soit sociologiquement majoritaire dans le pays, mais il bénéficie indéniablement des difficultés que les différentes oppositions, tant à droite qu'à gauche, puissent d'une certaine façon se réunir et faire front commun. Donc, la force du macronisme, encore une fois, c'est la difficulté pour les oppositions de se reconstruire tant à droite qu'à gauche. Et puis... Peut-être, quand même, il y a autre chose qu'il faut souligner, c'est que Emmanuel Macron, je ne suis pas sûr qu'Emmanuel Macron veuille fragmenter la droite, sauf qu'Emmanuel Macron, il appartient vraisemblablement à une culture politique qui est plus proche de celle de l'orléanisme que de la social-démocratie, dont il a été un des enfants. Frédéric Lefebvre, on l'a vu d'ailleurs aux législatives partielles. Est-ce qu'il y a un retour aujourd'hui de l'ancien monde, le Parti socialiste d'un côté et les Républicains que vous avez quittés de l'autre? Non, mais les législatives partielles sont en réalité un exercice qui se déroule toujours de la même façon. Ça focalise. Mais est-ce qu'il y a le retour de l'ancien monde selon vous? Ça focalise certains mécontentements, ça mobilise très peu de gens et ça fait croire. Et regardez par exemple comme les Républicains ont gagné toutes les élections partielles dans le dernier quinquennat, est-ce que pour autant les Républicains sont aujourd'hui au pouvoir? Donc je pense qu'il ne faut pas tirer de leçon de ça. Non, ce qui m'importe moi et et je partage ce qui vient d'être dit, je pense que c'est un gros problème de crédibilité en réalité. Et le problème là de force, c'est quoi? C'est qu'en fait la SNCF, je le disais tout à l'heure, les Français veulent que ça se transforme et surtout, ils savent très bien que les socialistes qui sont là dans la rue sont eux qui ont voté l'ouverture à la concurrence. Et ils savent très bien qu'ensuite, ils n'ont pas pris les dispositions pour que cette ouverture à la concurrence puisse se faire dans de bonnes conditions, et pour la SNCF et pour les usagers. Et ils ont un président qui dit « on va le faire, c'est difficile ». Après, ça ne veut pas dire qu'ils soient d'accord sur tout ce qui va être fait, mais ils ont compris que là, en tout cas, il y avait cette volonté de faire quelque chose. Non, c'est un peu technique, mais c'est pas tout à fait la réalité, parce que la loi ferroviaire qui a été votée sous la gauche, c'est celle qui, au contraire, va réunifier dans un épique commun une même entreprise, ce qui avait été séparé par le passé, à savoir Réseau Ferré de France,
qui a été affublé de 13 milliards de dettes à sa création. On était revenu à ce qui avait passé avant. Plutôt un mouvement qui a consisté à regrouper finalement le gestionnaire d'infrastructure et le gestionnaire de mobilité. Mais quel est le gouvernement qui a malheureusement, accepté... mais je suis obligé d'être précis. Je sais que moi, je vais être précis. Et c'était précis. Quel est le gouvernement qui a accepté l'ouverture à la concurrence? Après, c'est les règlements européens. Non, mais arrêtons de rejeter sur l'Europe. Quel est le gouvernement qui a accepté? C'est le dernier, le précédent. Nous marquons une pause météo et le retour de l'info, et on se retrouve pour la deuxième partie de Tout est politique sur France Info. Nous évoquerons évidemment la riposte ce soir de Nicolas Sarkozy. À tout de suite. Mouv' et l'Adami présentent Hip Hop Symphonique sous la direction artistique d'Issam Krimi. Retrouvez les plus grands artistes du hip-hop francophone actuel, accompagnés par The Ice Cream et par l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Dina Gilbert. L'intégralité des 2 éditions de Hip Hop Symphonique est à découvrir ou à redécouvrir le dimanche 25 mars à 18h et à 21h sur Mouv'. Mouv', une radio de Radio France. Restez connectés à France Info sur tablette et smartphone. Téléchargez l'application France Info, écoutez la radio en direct, regardez les vidéos et abonnez-vous aux alertes pour ne rien manquer de l'actualité. franceinfo.fr, c'est aussi votre site d'information en continu et des infos à partager sur tous les réseaux sociaux. France Info. France Info Météo, avec le CIC, banque de prêt d'une PME sur 3 en France. CIC, construisons dans un monde qui bouge. La météo avec vous, Sébastien Léas pour Météo France. Demain, une perturbation va s'enfoncer sur les régions de l'Ouest en perdant de l'activité et n'apportant que quelques pluies faibles et éparses sur son passage, des Hauts-de-France au bassin parisien jusqu'en Nouvelle-Aquitaine. Une amélioration va se dessiner par l'Ouest avec quelques éclaircies, mais de nouvelles pluies plus régulières vont aborder la Bretagne demain après-midi avec un renforcement du vent. La matinée sera très nuageuse du Grand Est au Berry jusqu'en moyenne vallée du Rhône, mais la couche nuageuse va se morceler. Le soleil arrivera à faire quelques apparitions demain après-midi. Le soleil va se montrer plus généreux sur les régions méditerranéennes et les Alpes avec encore Mistral et tramontane fort. Demain matin, les températures seront encore négatives dans le sud-ouest avec jusqu'à moins 2 degrés à Agen. Les maximales seront aussi fraîches pour la saison malgré une petite hausse sur les régions de l'Est. Prévoyez 6 degrés à Paris, Reims et Cognac, 8 degrés pour Lille, Metz, Besançon et Bordeaux, 11 degrés à Lyon, Brest et Toulouse avec plus de douceur sur le pourtour méditerranéen et un mercure atteignant 15 degrés à Marseille et 16 degrés à Perpignan et à Toulon. France Info. Ouvrez l'info. France Info, il est 21h30, toute l'info avec vous, Laurélie Carive. Pour défendre la SNCF et la fonction publique, plusieurs centaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue aujourd'hui à travers la France. Le ministère de l'Intérieur a compté un peu plus de 320 000 manifestants. La CGT parle de 500 000. Les syndicats évoquent une mobilisation réussie. Reportage dans le cortège toulousain avec Frédéric Bourgade. Des lycéens et des étudiants du Mirail ouvrent le défilé, mais les manifestants sont majoritairement fonctionnaires. Parmi eux, Cathy, elle est infirmière et pour elle, rien ne va plus à l'hôpital. Les gens partent à la retraite, on ne les remplace pas. Et dans les services où il y a beaucoup de taux d'absentéisme, c'est des services où il y a du manque de personnel. Ça veut dire que le taux d'absentéisme, c'est l'indicateur en fait du mal-être. Tout à fait. Donc il y a double peine, c'est-à-dire la mise en danger des patients, la mise en danger des agents qui peuvent faire des burn-out parce qu'ils ne peuvent pas travailler dans des conditions correctes. Le sous-effectif est chronique, la critique dans toutes les bouches. La concurrence n'est pas la solution, estime Elsa, qui le dit à sa manière sur sa pancarte. C'est marqué, un actionnaire coûtera toujours plus cher qu'un fonctionnaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on casse les services publics et qu'on les donne au privé, et pourtant je travaille en privé, je ne suis pas contre les privés, mais il y a vraiment certaines choses qui ne doivent pas être ouvertes à la concurrence. Les retraités ont également rejoint le cortège. L'augmentation de la CSG ne passe décidément pas, ou plus exactement la manière présidentielle de gérer la France. Mireille. Monsieur Macron dépasse les bornes dans toutes ses ordonnances. On n'est pas en monarchie. Il ne doit comprendre qu'une seule chose, c'est la force, parce que lui passe en force. La mobilisation ne fait que commencer. Paris, Cédric Cobert de la CGT. Le ras-le-bol, tout le monde peut le constater. Et là, il se traduit en énergie positive pour avoir de vrais services publics avec des vrais salaires et des bonnes conditions de travail. Toulouse, Frédéric Bourgade, France Info. Et à Paris, d'après le décompte d'un cabinet spécialisé pour France Info, la manifestation des fonctionnaires a rassemblé quelques 34 000 personnes, 13 000 pour le cortège des cheminots. À la SNCF, 35% des salariés étaient en grève aujourd'hui selon la direction. Dossier complet que vous pouvez retrouver sur notre site franceinfo.fr. Invité du journal de TF1 ce soir, Nicolas Sarkozy promet de faire triompher son honneur. Il jure n'avoir jamais trahi la confiance des Français. L'ancien président a été mis en examen hier soir, notamment pour corruption passive
dans l'enquête sur le financement de sa campagne de 2007. La justice le soupçonne d'avoir bénéficié de fonds libyens. Nicolas Sarkozy affirme qu'il n'y a pas la moindre preuve contre lui. À Créteil, une fausse victime du Bataclan condamnée à 4 ans et demi de prison ferme. Âgée de 49 ans, cette femme avait réussi à toucher 25 000 € d'indemnisation en affirmant qu'elle était au concert des Eagles Death Metal au Bataclan le 13 novembre 2015. L'UE devrait finalement échapper in extremis aux taxes sur l'acier et l'aluminium décidées par Trump. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui le représentant du commerce américain. Ces nouveaux droits de douane s'appliquent demain. 21h33, la suite de Tout est politique, Jean-François Aquili. « 21h, 22h, Tout est politique, Jean-François Aquili. » La deuxième partie de Tout est politique sur France Info avec nos invités Frédéric Lefebvre, le délégué national d'Agir qui signe chez Michel Lafon « Chaos, histoire secrète » de la guerre des droites. Avec nous également Jean-Baptiste Djebari, député de La République En Marche de Haute-Vienne et qui est rapporteur donc du projet de loi sur la réforme de la SNCF. Absolument. Ah, merci, je corrigeais, vous voyez, j'ai retenu la leçon. Avec nous également François Calfon, conseiller régional socialiste d'Île-de-France, membre de la direction collégiale du PS. À mes côtés également Arnaud Benedetti, professeur associé à l'université Paris-Sorbonne et vous, auteur du coup de com' permanent paru aux éditions du Cerf. Et nous en rejoint sur ce plateau David Di Giacomo, qui est notre spécialiste de police-justice de France Info, et Louise Baudet du service politique de France Info. Je vous propose d'écouter un premier extrait de l'intervention de Nicolas Sarkozy. C'était tout à l'heure aux 20h de TF1. Nicolas Sarkozy qui est venu s'expliquer et qui était bien évidemment indigné. D'abord, je veux dire la profondeur de mon indignation. Et je ne suis pas venu ici pour parler de politique, je suis venu ici parce que je dois aux Français la vérité. Je n'ai jamais trahi leur confiance. Je ne me suis jamais soustrait une seconde aux obligations de la justice. Qu'est-ce qui pouvait bien justifier la garde à vue? Mais peu importe. Les policiers ont fait leur travail en professionnel et je n'ai rien à dire là-dessus. Après tout, je ne suis pas au-dessus des lois, mais je ne suis pas en dessous non plus. Voilà, premier extrait de Nicolas Sarkozy, donc aux 20h de TF1, au micro de Gilles Boulot. Louise Baudet, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette intervention de Nicolas Sarkozy, qui était très technique quand même. Technique, mais il met aussi, il y met tout son art, finalement, tout son art oratoire. Ce qu'on peut retenir d'abord, c'est le public à qui ça s'adresse, c'est-à-dire les Français. C'est une adresse directe aux Français, ce n'est pas son avocat qui vient le défendre, ce n'est pas son entourage qui, ces dernières heures, a distillé du off, comme on dit, pour donner les éléments de langage qui accréditeraient sa défense. C'est lui-même qui vient s'expliquer devant finalement le premier tribunal qui compte à ses yeux, à savoir le tribunal de l'opinion. On vient de l'entendre, je dois aux Français la vérité. Oui. C'est bien aux Français qu'il s'adresse. Alors, il y a beaucoup de métiers, on l'a dit, les regards caméra, des longues pauses très dramatiques. Il brandit à un moment un document qui vient expliquer que le document diffusé par Mediapart, il n'était pas authentique, selon lui, alors qu'il a été authentifié quand même plusieurs fois par la justice. Il fait rire aussi en décrivant de façon assez grotesque un échange de valises. Il y met vraiment tout son art d'avocat aussi, sachant que pour l'avocat, la meilleure défense, c'est encore l'attaque. Il faut voir un peu les mots utilisés pour décrire le clan Kadhafi, pour décrire ses accusateurs. Oui. Le clan Kadhafi, une bande d'assassins, de mafieux. Ziad Takedine, lui, est qualifié de malfaiteur, de sinistre individu, de déséquilibré, d'illuminé sous stupéfiant. Des attaques aussi vis-à-vis de la presse et de Edoui Plenel, le patron de Mediapart, qui est présenté quasiment comme l'ami des Kadhafi, mais aucune attaque vis-à-vis des magistrats. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est nouveau. On se rappelle que il se protège, c'est ça, finalement, Nicolas Sarkozy. Il protège l'image de l'ancien président. Il protège l'image de l'ancien président. Il protège la fonction. Il y a une forme de prise de hauteur, je pense, dans ce choix de ne pas attaquer la justice, parce qu'il l'avait fait de par le passé. On se rappelle qu'en juillet 2014, dans une autre affaire, l'affaire des écoutes liées à l'affaire Bettencourt, eh bien là, il était venu aussi s'expliquer sur TF1 le soir même. Après d'ailleurs, même scénario qu'aujourd'hui, des fuites dans le Figaro le matin même scénario, mais à cette différence près très importante que les juges à l'époque, ces deux dames, ils disaient, en prenaient pour leur grade. C'est pas du tout le cas aujourd'hui. Ça lui permet sans doute aussi de parfaire cette idée qu'il veut restaurer la fonction. C'est quand même pour ça qu'il est là. Oui, il pense un peu à l'avenir là, peut-être. Alors oui. Là il y a peut-être, je n'oserais pas dire un mensonge, mais en tout cas peut-être un arrangement avec la réalité quand il dit la politique c'est fini, mais la France jamais. On peut croire la politique c'est fini. C'est pas tout à fait sûr quand même. Il est extrêmement actif.
actif encore dans son camp. Ça reste vraiment la statue du commandeur à droite. Tout le monde vient le voir dans ses bureaux et il pense évidemment à ça, à parfaire aussi son image de vieux sage. Les casseroles sont un peu impuissanté cette image ces derniers temps. David Di Giacomo, qu'est-ce que l'on apprend de neuf au fond d'un point de vue strictement judiciaire ? Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il n'y a pas une preuve matérielle contre lui. Ça, il le répète. Il explique, il parle de haine, de boue, de calomnie, mais aucune preuve matérielle contre lui. Il explique aussi qu'il n'a jamais été mis en difficulté pendant, il parle de 30 heures de garde à vue, il dit qu'il n'a jamais été mis en difficulté par les enquêteurs, et puis il donne une information sur l'argent liquide qui aurait été distribué à des salariés de l'UMP pendant la campagne de 2007. Il explique que les enquêteurs ont avancé la somme de 38 000 euros, une goutte d'eau d'après Nicolas Sarkozy, en comparaison aux 21 millions d'euros dépensés pendant cette campagne. Donc pour lui, aucun élément, aucun indice grave et concordant pour justifier sa mise en examen. C'était une déclinaison de ce que nous avions lu ce matin déjà sur le site du Figaro, qui était une sorte de déroulé de la défense de Nicolas Sarkozy. Je vais vous faire très rapidement réagir, messieurs, autour de François Calfon, sur cette prestation. Pour moi, il est quand même un tout petit peu dans la nasse, et pour reprendre l'expression consacrée, un faisceau de présomptions graves et concordantes sont quand même devant lui. Enfin, je veux dire, à un moment donné, ça a été dit par Louise Baudet, sur le Vous le sentez cerné, vous ? Pardon ? Vous le sentez cerné, je le sens autant lutteur sur la forme que cerné sur le fond, avec finalement un brio dans l'exécution d'éléments de langage dont il a été dit assez précisément qu'il évite d'éreinter les policiers et les magistrats à dessein, puisqu'il y a plusieurs instructions en cours. Jean-Baptiste Djebari, cette prestation de Nicolas Sarkozy dans le 20h TF1 ? Non, moi, ce qui m'interroge, c'est que sans préjuger de la véracité des faits, c'est quand même le symptôme du monde politique et de sa collusion avec l'Empire de l'argent. Et c'est toutes les affaires. C'est Big Malion, c'est Giscard d'Estaing et Diamant de Bokassa. On peut remonter dans toute l'histoire de la démocratie et d'ailleurs des autres systèmes politiques. Et ça fait du mal à la politique, ça fait de l'abstention dans les bureaux de vote. Et je pense que rien que pour cela, le renouvellement des têtes en politique est un élément vertueux. Et vous, Frédéric Lefebvre, que dites-vous de cette intervention de Nicolas Sarkozy dont vous avez été un proche longtemps, jusqu'en 2006 C'est ce que vous dites dans votre ouvrage Chaos. Je raconte un peu les dessous de cette campagne. D'abord, je l'ai trouvé éprouvé, je l'ai trouvé excédé, je l'ai trouvé affûté, extrêmement offensif contre la presse, extrêmement offensif contre évidemment le clan Kadhafi et tous ceux qui l'accusent d'être les auteurs de ce complot. Et en même temps, effectivement, il est déjà en réalité dans son procès. Il est déjà... Pour vous, il prépare l'avenir. Et s'il n'a pas dit un mot contre les magistrats, c'est qu'il sait parfaitement qu'il a maintenant la part la plus difficile à accomplir, pas celle de prendre l'opinion à témoin, mais celle de défendre son honneur devant des juges. Arnaud Benedetti, je vous ferai réagir dans un instant. Vous êtes spécialiste de communication. Je dis merci à vous deux, Louise Baudet et David Di Giacomo, de nous avoir apporté vos lumières. Il est 21h40 sur France Info. Le rappel de l'info avec vous, Lauriane Delanoë. Nicolas Sarkozy l'assure, aucun élément nouveau n'a été produit contre lui dans l'enquête sur le possible financement libyen de sa campagne de 2007. L'ancien président mis en examen était l'invité du 20h de TF1 ce soir. Il promet de faire triompher son honneur. De Pau à Reims, de Lyon à Nantes, des manifestations contre la réforme à la SNCF et celle de la fonction publique. Aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur recense 323 000 manifestants. 500 000 d'après les syndicats. Une fausse victime du 13 novembre, condamnée à 4 ans et demi de prison ferme aujourd'hui. Cette femme de 49 ans a fait croire qu'elle était au Bataclan le soir des attentats. Elle était devenue bénévole pour une association de victimes et avait touché 25 000 euros d'indemnisation de la part du fonds de garantie. Les membres de l'Union européenne et quelques autres pays comme l'Argentine exemptés des nouvelles taxes américaines sur l'acier et l'aluminium. Donald Trump vise maintenant la Chine. Le président des États-Unis laisse une marge de discussion, mais il envisage de taxer les importations chinoises pour mettre fin à ce qu'il considère comme de la concurrence déloyale. Lyon remporte son quart de finale aller de Ligue des Champions en football féminin. Les Lyonnaises ont battu le FC Barcelone 2-1 ce soir. France Info. 21h, 22h, tout est politique. Jean-François Aquili.
Arnaud Benedetti, vous qui êtes un expert en matière de communication, vous n'êtes pas le seul d'ailleurs autour de cette table, que diriez-vous de cette prestation de Nicolas Sarkozy? Est-ce que vous la jugez relativement réussie de son point de vue? Sur le plan formel, je crois que c'est plutôt réussi. Il est combatif. On retrouve le Sarkozy. Il connaît son sujet. Plutôt. Il est avocat, donc on voit qu'il y a l'avocat aussi qui est derrière, dans la rhétorique, dans la maîtrise aussi technique des éléments, dans la stratégie du doute qu'il arrive à instiller dans son exposé. Donc ça, je crois que c'est plutôt assez réussi. On voit bien qu'il est dans une séquence de contre-offensive depuis ce matin qui est particulièrement bien rodée. On a là derrière cette expression l'homme de communication extrêmement professionnel. On a eu le papier dans le Figaro. On a la séquence aux 20h ce soir. Donc tout cela est particulièrement bien léché. Moi, ça m'inspire autre chose. Ça m'inspire quand même que aujourd'hui le débat judiciaire est sur la place publique. Donc c'est une réalité. On voit bien qu'il y a deux stabilisateurs quand même dans l'institution judiciaire qui, depuis maintenant une trentaine d'années, ont complètement explosé. C'est celui de la présomption d'innocence et c'est celui du secret de l'instruction. Donc le débat, il se fait sur la place publique. Les magistrats communiquent, les prévenus communiquent. La question qui se pose, secret de l'instruction, on n'est plus du tout dans le secret de l'instruction, qui est quand même un principe de respect de l'institution et du fonctionnement de la justice, qui devrait d'ailleurs poser quand même problème aussi et faire prendre conscience aux politiques qu'on a des petits problèmes de ce côté-là. Mais je crois que c'est quand même cet environnement aussi qui est très marquant. François Calfon, avant d'écouter deux choses quand même, parce un deuxième extrait. Une remarque quand même sur Sarkozy. Il n'a pas de mots assez durs sur la Libye et les amis de Kadhafi qui traitent de voyous. Enfin, il a tous les mots. Et malheureusement, la rémanence rétinienne, le souvenir de tous, c'est quand même Sarkozy qui déroule le tapis rouge à Kadhafi. Et il aura du mal à se défaire de ça, qui est un soupçon majeur. La deuxième chose, je suis d'accord avec vous sur la mise sur place publique, finalement, des éléments judiciaires. En l'occurrence, les minutes de garde à vue. On a eu des éléments de langage du clan Sarkozy dans le Figaro, dont d'ailleurs l'un des présidents du conseil de surveillance est dans cette affaire. Mais nous n'avons pas eu les fuites habituelles de la garde à vue que nous avons dans les autres affaires. Donc, je crois que Tourner est quand même extrêmement robuste et respectant le secret de l'instruction. Alors, je vous propose d'écouter un deuxième extrait de cette interview de Nicolas Sarkozy aux 20h de TF1 concernant son contrôle judiciaire. On m'impose un contrôle judiciaire, m'intimant l'ordre de ne pas voir M. Takedine. Permettez-moi de vous dire que j'ai pas envie. On me demande de ne pas voir M. Guéant et M. Hortefeux. Si j'avais eu à me mettre d'accord sur quoi que ce soit avec M. Hortefeux ou M. Guéant, j'avais 5 ans pour le faire. Dans la justification de la mise en examen, il est indiqué que j'aurais été compromis de façon passive pour favoriser les intérêts de l'État et du régime libyen. C'est une monstruosité. Frédéric Lefebvre, je rappelais tout à l'heure que vous avez été l'un des plus proches collaborateurs de Nicolas Sarkozy lors de la conquête, à l'époque de la firme Sarkozy, si vous me permettez l'expression, et vous l'avez... Vous connaissez bien. Oui, vous avez été écarté, si je puis dire, de cette histoire quelque part au moment opportun, puisqu'au fond, vous échappez, vous, à cette affaire de financement supposé libyen. J'ai été protégé, sans doute. Vous savez, cette campagne de 2007, vous l'avez d'ailleurs vécue et suivie de près à l'époque. Pour France Inter, oui. Pour France Inter, était une campagne très particulière, puisque Nicolas Sarkozy espérait cette victoire de toutes ses forces et toute l'équipe qui était autour de lui, avec lui. Et donc c'était finalement le moment le plus heureux qu'il allait rencontrer, celle de l'élection. Et à ce moment-là, tout s'effondrait, puisque Cécilia, son épouse, le quittait. Et c'est une campagne qui a été donc dramatique à titre personnel pour lui, mais dramatique à titre personnel pour les uns et les autres. Et à l'époque, j'ai vécu très douloureusement, je le raconte d'ailleurs dans le livre, ma mise à l'écart, et vous vous en souvenez, qui a été ensuite d'ailleurs, mise à l'écart, ça veut dire plus invité aux réunions de pilotage de la stratégie de la campagne. Ça veut dire les gens vont découvrir que quand ils me voyaient à l'image amener Nicolas Sarkozy jusqu'au pupitre pour prendre la parole, quand j'étais avec lui avant dans la loge, il ne m'adressait plus la parole. Et donc des moments évidemment extrêmement douloureux. Et ensuite, à la passation de pouvoir, et donc au moment où cette quête pendant tant d'années, où j'ai mis tant d'énergie
était en train de se transformer enfin. Je n'étais pas là puisque je n'étais pas invité. Vous avez un brin d'amertume, hein, là. C'est pas de l'amertume, c'est de la tristesse quand on vit ces moments-là. Mais finalement, regardez, comme j'ai été protégé de tout ce que l'on voit aujourd'hui, regardez comme, au final, c'est peut-être même à travers ce que j'ai vécu, un message pour beaucoup de gens qui vivent parfois d'être exclus par la fatalité ou par les événements dans leur propre vie d'un certain nombre de choses et qui se rendront compte plus tard que finalement, ils ont eu la chance, peut-être eux, de se retrouver loin de tout ça. Et c'est ce que je me dis. Vous savez que je me suis éloigné de manière très précise. On ne se parle plus depuis 2014 avec Nicolas Sarkozy. La dernière fois, c'était dans la loge de Carla, qui était à Pasadena, qui donnait un concert, et j'ai été menacé par Nicolas Sarkozy. Je raconte tout ça dans le livre. Dans Chaos, oui. Et j'explique beaucoup d'autres choses. Et finalement, la violence de la politique, la brutalité de la politique qu'il incarne avec beaucoup de talent et de force, c'est exactement ce qu'aujourd'hui je réprouve. Et j'essaye de faire de la politique complètement différemment. Et vous le savez, j'ai pendant de nombreuses années au Parlement voté les textes que je pensais être bons pour le pays. On m'a reproché de ne pas défendre mon parti. Et c'est finalement ce côté un peu sicilien de l'idée de famille que j'ai quitté avec bonheur le 8 juin. Sicilien, c'est-à-dire mafieux, quoi. Que j'ai quitté le 8 juin dernier, sur ce plateau, d'ailleurs, je l'ai annoncé, avec Jean-Michel Apathy. Jean-Baptiste Djebbari, quand vous entendez le récit de Frédéric Lefebvre, vous êtes, vous, un nouvel élu, un nouveau venu au sein de la politique, cela vous effraie un petit peu tout de même? Non, je me suis laissé emporter par le récit. Tout le monde, mais oui. Il y a évidemment des échos, même qui sont sensibles pour nous. La rudesse de la vie politique, du combat politique, je peux parfaitement maintenant la comprendre et même parfois la vivre. Je pense que le sujet principal de ces affaires-là, c'est effectivement le sujet du financement des partis politiques et de l'environnement des partis politiques. Et je pense qu'un cadre maintenant a été établi. Le cadre, il est évidemment amélioré. Je rappelle que dans le cadre de la réforme constitutionnelle, on ira un peu plus loin, suppression de la Cour de justice de la République, c'est-à-dire rendre les ministres, finalement, des justiciables comme les autres, et en finir quelque part avec des Le privilèges. système restera toujours imparfait, puisqu'à chaque fois on ajoute des empilements de règles. Et puis c'est la guerre, Militant, la racine de militant, c'est militaire. Pardon, les QG de campagne. Laissons finir Jean-Baptiste Djebbari. Il faut surtout sortir de cette logique d'affrontement, de brutalité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai tant de points communs avec Emmanuel Macron, dont j'avais voté la loi Macron, ce qui m'a été tellement reproché. À l'époque, j'étais le seul parlementaire de droite à le faire. Il y a des gens de gauche qui aujourd'hui se sentent proches d'Emmanuel Macron comme des gens de droite. Je ne dis pas le contraire. Mais il y a même des gens de droite qui ne sont pas proches d'Emmanuel Macron, et y compris des gens de gauche. Allez, tout arrive. Nous poursuivons avec vous notamment, Jean-Baptiste Djebbari, 21h50 sur France Info, le retour de l'info avec vous, Lauriane Delanoë. Des cheminots, des professeurs, des employés des collectivités territoriales dans les rues de France aujourd'hui. 320 à 500 000 manifestants contre les réformes annoncées à la SNCF et dans la fonction publique. La colère continue de monter, affirme Bernadette Groison de la FSU. Quelques débordements en marge de ces cortèges. 3 personnes interpellées à Paris, 8 à Nantes. Je dois dire aux Français la vérité, je n'ai jamais trahi leur confiance. Les premiers mots de Nicolas Sarkozy ce soir sur TF1, première déclaration publique de l'ancien président après sa mise en examen hier soir. Face aux soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007, il dénonce une manipulation de la bande Kadhafi, les proches de l'ancien dictateur. Voilà 6 ans qu'elle dénonce l'attitude de son ancien supérieur. La première femme à avoir porté plainte pour harcèlement sexuel dans l'armée française aura droit à un procès. La Cour d'appel de Metz ordonne aujourd'hui le renvoi de l'affaire devant un tribunal correctionnel. C'est l'une des plus anciennes églises chrétiennes au monde. Le site de Brad en Syrie, en partie détruit hier soir par l'armée turque. La Turquie mène une offensive contre les Kurdes dans l'enclave d'Afrin. Plus de 250 000 civils ont fui les bombardements. Sur France Info, il confie ressentir un sentiment de plénitude. Martin Fourcade remporte sa 7e Coupe du Monde de biathlon consécutive. Le Français premier sur le sprint à Tioumen, aujourd'hui en Sibérie. France Info. 21h, 22h, tout est politique. Jean-François Aquili.
Allez, nous allons entendre un dernier extrait de Nicolas Sarkozy, mais tout d'abord, Jean-Baptiste Djebbari, je vous l'ai promis, terminez, finissez. Non, simplement, on était sur la question du renouvellement et quelque part de ses vertus. Et ce que je voulais vous dire, c'est que quand on s'envisage passer en politique, mais ne pas y rester, quand on ne veut pas faire fonction de la carrière politique, qu'on est là pour un mandat citoyen et qu'on a ce sentiment d'utilité, alors peut-être qu'on est moins en prise avec ces conflits éventuellement d'intérêts ou ces systèmes qui sont un peu parfois déviants, notamment s'agissant des financements des partis. C'est ça que je voulais un petit peu voilà, et ça méritait d'être précisé. Gilles Boulot, qui menait cette interview de Nicolas Sarkozy, a questionné l'ancien chef de l'État sur les motivations des 3 magistrats instructeurs. Écoutez la réponse de Nicolas Sarkozy. Je ne suis pas là pour attaquer qui que ce soit, ni les policiers. Non, mais quel est votre sentiment? Non. Permettez-moi de vous dire que j'ai été chef de l'État, je ne me comporte pas comme cela. D'ailleurs, avant de me mettre en examen, ils ont pris le soin de me dire que ça ne valait pas culpabilité. Je veux que chacun comprenne que je suis blessé au plus profond de moi-même, pas pour moi, je ne suis pas à plaindre, mais pour notre pays. On n'a pas le droit de jeter les gens à la boue parce qu'une bande d'assassins, d'escrocs, de menteurs, de manipulateurs a fait ce qu'ils ont fait. Arnaud Benedetti, je vous vois réagir. Non, mais c'est très intéressant. On n'a pas le droit de jeter à la boue. Ça me rappelle furieusement l'oraison funèbre de François Mitterrand à Pierre Bérégovoy. On a jeté l'honneur des gens aux chiens. Donc il a indéniablement une mémoire politique qui est très forte parce qu'il savait que cette phrase avait fait mouche et le ton qui est employé est quand même celui d'un remarquable acteur. Mais les hommes politiques sont des acteurs, on le sait. Alors, par ailleurs, quand même, tout cela n'est pas spontané. Tout cela est écrit, et Jean-François Aquili, qui avait reçu les confidences de Jérôme Cahuzac, sait parfaitement de quoi je peux parler. Donc tout cela a été... C'est normal qu'une personnalité, quelle qu'elle soit, politique ou autre, se prépare, si je puis dire. Évidemment, il y a à la fois la dimension communication... Ça peut être contre-productif. Ça peut être contre-productif, et en l'occurrence pour... Monsieur Cahuzac, je ne suis pas sûr qu'il était parfaitement convaincant sur ce qu'il avait dit auprès de vous. Simplement, tout cela est ciselé, on le voit bien. Il évite bien sûr d'attaquer les juges. Et là, j'y reviens quand même au qualificatif qu'il porte à la bande de Kadhafi. J'ai envie de dire que la bande de Sarkozy était allée en délégation la voir, cette fameuse bande qui maintenant n'a pas de mots assez durs. Monsieur Guéant avait fait le déplacement, et y compris, je me souviens que monsieur Hortefeux, qui n'était absolument pas ministre de l'Intérieur ou des Affaires étrangères, qui était simplement ministre des collectivités locales, était allé rencontrer le directeur de cabinet de monsieur Kadhafi avant, ainsi que le directeur des services de renseignement de monsieur Kadhafi. À l'époque, c'était ni des escrocs, ni des bandits, etc. C'était des gens parfaitement fréquentables par tous ceux-là même qui sont mis en cause par les juges aujourd'hui. Frédéric Lefebvre, est-ce que cela fait mal à la droite, ces rebondissements, quelle que soit l'issue, au fond, de cette affaire? Ça fait mal à la droite, bien sûr, ça fait mal à la politique, très globalement. Et il y a cette image que je disais tout à l'heure, y compris qui est très trompeuse. On croit pouvoir prendre l'opinion à témoin des débats qui se jouent ensuite en réalité devant des juges dans un tribunal. Oui. Et on voit d'ailleurs qu'un certain nombre de procès, et je pense à une affaire qui est l'affaire Clearstream, qui avait été un montage à l'époque, et où publiquement Dominique de Villepin avait été condamné par tout le monde, et au final les tribunaux n'avaient pas condamné Dominique de Villepin. Je crois que c'est ça aujourd'hui, et on voit d'ailleurs, vous parlez de Cahuzac à l'instant, la manière dont Cahuzac devant ses juges a perdu son arrogance aujourd'hui. Je crois qu'en réalité c'est cette image-là que globalement nos compatriotes retiennent, c'est qu'il y a une partie de la politique, et on est dans le même... Moi, je parlais de brutalité tout à l'heure, je parlais de guerre. Il y a cette communication de crise, finalement, qui est très structurée, qui est très construite, et qui, finalement, est regardée avec beaucoup de recul par les citoyens. Ils attendent le moment où il va y avoir, dans la simplicité de la Cour, des décisions qui seront prises. Arnaud Benedetti, est-ce que ce qu'on a vu ce soir, par-delà la personnalité de Nicolas Sarkozy, n'est pas question de parler de lui in tutu personnel, est-ce que c'est découplé du réel ?
Je suis pas sûr que ça soit découplé du réel. La communication qu'il met en place, c'est une communication de crise, mais ça, il n'y a rien de choquant. Il est normal, il se défend, il est ancien président de la République, il s'adresse aux Français, il s'adresse à l'opinion. C'est tout à fait normal, d'autant plus que, encore une fois, le débat est sur la place publique. Donc je trouve que, de ce point de vue, il réussit plutôt sa performance. La difficulté, c'est que comment les opinions plutôt perçoivent ensuite ce système de défense, c'est extrêmement difficile de le dire. Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, se défendre vis-à-vis de l'opinion, c'est toujours prendre un risque. Et il a pris un risque ce soir en allant à la télévision, mais pouvait-il en faire autrement? Sans doute non. Jean-Baptiste Djebbari, 5 secondes. Non, mais je crois que les spectateurs arrivent très bien à discerner le vrai du faux, le sincère du théâtral dans une attitude, et je ne suis pas sûr que Nicolas Sarkozy est tout à fait convaincu ce soir. Alors merci Jean-Baptiste Djebbari, merci à vous François Calfon, merci à vous Arnaud Benedetti et merci à Frédéric Lefebvre. Je rappelle vos 2 ouvrages, Chaos pour Frédéric Lefebvre et Le coup de com' permanent pour Arnaud Benedetti. À demain soir sur France Info pour une nouvelle édition de Tout est politique.